si on parle de... Là, je parle d'une slide à l'autre. J'aime beaucoup si votre plus grande épreuve, quelque chose de terrible qui est arrivé, était en réalité votre plus grande force. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez qu'une grande épreuve peut nous amener à un meilleur de nous-mêmes? Est-ce que vous avez des exemples? Juste un exemple tout à l'heure. Je reçois une copie, j'étais en classe secondaire, je reçois ma copie, puis l'enseignante, je ne vais pas spécifier, il donne mes copies justement, puis je vois qu'il y a une erreur dans la correction de la copie. Je vais voir le professeur, et je me rends compte que je lui dis, monsieur, madame, je lui dis, il y a une erreur. Il me dit, non, il n'y a pas d'erreur. Puis il me rend la copie. Puis il dit, c'est sûr que toi, tu vas finir itinérant sur la route 24e. Ça m'a choqué. Je suis revenu en pleurant. Il m'a dit d'aller voir la direction et tout. Donc, j'étais comme. Je suis allé de voir ma mère, mon frère et tout. Et c'était une épreuve pour moi parce que je devais passer à travers ce moment-là. Mais en même temps, après, j'ai remarqué que ça c'est devenu une force pour moi parce que justement, j'ai remarqué que à partir de ce moment-là, mes notes à l'école se sont vraiment améliorées et j'ai pu développer une estime de moi, une confiance de moi qui a fait en sorte que j'étais plus fort par la suite après qu'avant et que si je n'avais pas vécu cette épreuve-là. Donc ça m'a forgé en tant qu'individu et franchement cette enseignante m'a juste forgé, voulait me briser mais m'a forgé en tant que tel et j'en suis reconnaissant d'un côté comme je ne suis pas de l'autre. Je reviens à toute personne, mais quelle qualité qu'est-ce que tu prendrais de ça en tant que leader? Que tu pourrais devenir un meilleur leader? En fait, quand on essaie, le but de cette épreuve-là, c'était d'un côté de me briser, mais ce qui était la résultante, comme on peut le nommer ça, ça m'a forgé. Donc, une des qualités que je pourrais prendre dans le leadership, c'est simplement de peut-être faire une psychologie de l'inverse. Peut-être quand je vais être un leader, c'est de l'idée les gens que je vais mener justement, mais faire une psychologie de l'inverse, c'est-à-dire essayer de les piquer, mais en même temps sans entrer dans quelque chose de néfaste, négatif, et tout simplement pour avoir comme un résultat positif. Donc ça peut être une des options, mais le fait que ça m'a forgé en tant que tel, ça c'est aussi une qualité parce que on s'attend pas, on s'attend soit à ce que ça bloque la personne, puis la personne elle chute, soit la personne elle se relève puis elle grandit. Donc c'est vraiment ça. Mais essayer d'utiliser ça pour faire une psychologie de l'inverse avec les gens qu'on mène, ça peut être aussi fort. C'est sûr que, je ne vais pas dire le mot souffrance est un peu fort, mais les chocs, les moments difficiles peuvent forger de deux manières. Il y a des gens que les moments difficiles les forgent malheureusement à devenir des leaders négatifs, mais il y en a d'autres, ça les permet de devenir plus sensibles et de pouvoir mieux mener les troupes, de pouvoir mieux mener les gens vers du positif parce qu'ils ne veulent pas que les gens vivent ce qu'ils ont vécu. Quelqu'un d'autre a des commentaires? Je pourrais y aller, c'est une situation que j'ai mentionnée tantôt. Au primaire, je me rappelle qu'il y avait des garçons qui m'intimidaient par rapport à ma couleur de peau, aussi à la grosseur de mon nez. Donc, par rapport au fait que j'étais noire, puis pour de vrai, c'était assez étrange parce qu'eux aussi, ils étaient de la même couleur de peau que moi. Donc, ça m'avait affecté au niveau de mon estime de moi, ma confiance en moi. Aussi, je dirais que je
parlais moins après, puis j'avais moins tendance à m'exprimer parce que j'avais peur que si j'étais plus visible, qu'on m'attaque à nouveau. Donc, ça a fait un effet de oui, exactement. Mais je trouve que ça m'a forgé en tant que tel parce que j'ai dû vraiment me solidifier, puis aussi retrouver confiance en moi en m'affirmant, puis en essayant de me rappeler que les mots qui ont été dits, ça ne me représente pas. Puis ça s'est transféré aussi quand je suis devenue enseignante parce que j'étais très sensible à tout ce qui se passait dans la classe. Et moi, le respect, c'était vraiment quelque chose que j'ai mentionné aux enfants. Et ils le savaient que dans la classe, moi, je ne permettais pas qu'on se moque des autres. Puis même entre eux, finalement, entre eux-mêmes, quand il y en a un qui se moquait de l'autre, ben, ils disaient, ben, on ne se moque pas de l'autre. J'ai vraiment mis ça dans la classe, le fait qu'on respecte les autres et il y a certaines choses que tu ne dis pas ou que ça peut blesser. Donc, cette sensibilité-là, ça m'a permis de capter c'est quoi les petites remarques qui peuvent blesser parce que les enfants, ils ne vont pas nécessairement des fois comprendre pourquoi ils sont blessés ou si c'est quoi qui fait que je suis triste. Donc, je pouvais mettre des mots sur la blessure ou ce qui les a dérangés parce que des fois, ils venaient me voir, ils avaient l'air tristes, mais là, je leur posais des questions, puis là, c'est là qu'on comprenait ensemble c'était quoi qui avait blessé. Donc, ça m'a permis de les aider à extérioriser, de s'exprimer. Là, souvent, je leur mentionnais, OK, ben, c'est ça que tu n'as pas aimé, oui. OK, ben, va lui dire, dis-lui. J'ai aussi aidé les enfants à être capables de dire clairement ce qu'ils n'ont pas aimé et le dire dans la face à la personne parce que je disais, ben, pourquoi c'est à moi que tu dis? C'est pas moi qui t'a blessé. Il faut que tu ailles voir l'ami, dis-lui que tu n'as pas aimé qu'il t'a arraché le jeu des mains. Puis là, je voyais, il allait le voir. Puis après, ben, je leur ai aussi montré des étapes de résolution et tout, mais ça permettait qu'eux-mêmes, ils se prennent en main et que non seulement qu'ils aient confiance en eux, mais qu'ils aient aussi des techniques de résolution, puis qu'ils ne se laissent pas abattre par des mots qui ont été dits, parce que j'ai aussi établi une estime d'eux-mêmes en leur disant, ben regarde, s'il y a quelqu'un qui dit ça, est-ce que cette personne a raison? Non. Donc, je mettais des mises en situation pour leur faire comprendre que ben, si on te dit ça, si on te fait ça, ça ne change rien en ta personne. Puis. Je te rejoins beaucoup parce que j'ai vu, sans pas que je suis plus âgé, donc ça ne paraît pas, j'ai 51 ans, je suis né au Québec, dans un Québec où il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Donc quand j'étais jeune, j'allais à l'école primaire, on n'était pas beaucoup de Noirs. Donc le racisme, on l'a vécu frontal, souvent je dis. C'est-à-dire aujourd'hui, le racisme, oui, il est toujours là, mais il n'est pas le racisme que quand j'avais 8 ans, j'ai vécu, où on te disait chocolat, tu vas fondre au soleil, est-ce que je peux te goûter? Il y avait un millier de choses, mais c'était direct. C'était pas des petites piques où on ne te faisait pas comprendre que c'était du racisme. Donc c'était frontal. Donc ce qui fait que beaucoup on a développé cette couleur qui nous dérangeait. Moi, je suis quand même assez foncé, donc ça me dérangeait parce que je voulais blend un peu. J'étais très violente avec ça. Moi, le très violent, parce que quand on me disait quelque chose, moi, je me battais. Littéralement, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était physique. Si on me disait maudite noire, tu avais un coup de poing. J'allais à la direction, je me suis fait renvoyer plusieurs fois, mais c'est parce que c'était ma manière de défense, qui n'était pas nécessairement la bonne, parce que je ne m'exprimais pas. Pour moi, je ne pouvais pas te le dire, je n'avais pas les mots, je suis introverti, mais j'ai des points, j'étais plus grande que la moyenne, la violence était rendue mon moyen de communication. Ce qui fait que, arrivé à l'adolescence, ça reste. Moi, j'ai voulu me changer de couleur de peau, j'ai mis des produits, mes cheveux étaient toujours permanentés, très permanentés, droits. Essayer de rentrer dans le moule le plus que possible. Et là, je vous parle sans accent, mais j'ai un accent québécois comme un Québécois. Okay? Sans aucun accent. On me prend, les yeux fermés, on me prend pour une Québécoise. Donc, c'était une manière de rentrer dans ce moule-là. Jusqu'à temps, plusieurs années plus tard, j'ai fait la même réflexion. J'ai dit,
qu'est-ce que je peux faire? On ne peut pas me voir. Comme je dis, je suis foncé dans un milieu blanc, on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la force que je peux servir de ça? Si vous regardez mes médias sociaux, vous allez voir, j'ai un gros afro. Moi, j'ai décidé que ma marque de commerce, c'était mes cheveux. Justement, ce que je ne voulais pas. Et que c'est avec ça que j'allais amener des gens, sans le savoir, à aimer qu'est-ce qu'ils sont. J'avais un afro, là j'ai des dreads. Pour moi, mes cheveux étaient, bon, à un moment, ils étaient jaunes, ils étaient de cette couleur-là. Donc quand j'arrivais, j'avais aucun problème. J'arrivais, puis je ne peux pas me voir. Je suis grand, afro, les cheveux jaunes, je suis là, j'existe. C'est cette manière que pour moi, de prendre ce côté négatif qui avait duré très très longtemps, pour l'amener vers quelque chose de positif et de rassembleur aussi. Pour dire aux gens, vous faites la différence. Et quand je coach les personnes, souvent je dis, si vous voulez que les gens vous reconnaissent, vous devez avoir quelque chose de représentatif, de différent. Moi, d'habitude, je suis toujours habillée en rouge, en jaune, orange, des motifs africains, mes cheveux. Ça m'a permis de sortir ma timidité, mais aussi de dire que c'est ce que je suis. Je ne peux pas être autre chose. Et ça a amené effectivement un mouvement derrière moi. Beaucoup de gens m'ont demandé de parler sur ça. Beaucoup de gens m'ont demandé, surtout avec les jeunes, les plus jeunes, leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin d'entrer dans un moule. Leur différence fait leur force. Donc ça, c'est de prendre quelque chose de négatif et de l'amener pour nous amener à faire un meilleur leadership. Et c'est d'aider les autres aussi. Surtout comme enseignante, il y a beaucoup d'enfants qui sont différents. Donc comment les amener, d'enfants, à justement tenir la tête haute avec ce qu'ils font. Et des fois, ils sont méchants parce qu'ils, c'est pas qu'ils le veulent, mais ils veulent ce que l'autre a, ils veulent être comme l'autre. Donc, comment amener les personnes telles qu'elles sont à, au contraire, dire que vous faites partie du milieu. C'est sûr que j'ai travaillé en informatique. J'étais longtemps la seule noire et la seule femme. J'ai travaillé dans des milieux, Bombardier, Défense nationale, Vidéotron, Bell Canada, des endroits où j'arrivais, il y avait moi. Et je gérais des projets, je gérais des budgets. Et une manière que je faisais aux gens, souvent je leur disais, dès le début, je suis noire. C'est la règle dans la salle. Vous pouvez me moquer, je suis la seule sur un étage. Donc, parce que les gens sont mal à l'aise face à ça. Donc, c'est une manière de changer l'atmosphère. Parce qu'ils ne faut pas le dire, ils ont peur. Il ne faut pas dire que vous êtes noir. Je dis les mots. J'ai appris aussi à m'exprimer sans détour. C'est une manière aussi, la timidité m'a montré, et aussi de pouvoir faire comprendre aux gens qui me suivent que on n'est pas obligé, et les leaders ne sont pas des personnes qui rentrent dans des moules. C'est des personnes qui sont différentes parce que leur vision amène des personnes vers un autre objectif. Donc, c'est pour moi ma couleur, mes cheveux, mon style, ma manière de parler. J'ai développé justement pour que les gens ils sentent une différence. Tu ne peux pas être une personne, un visionnaire ou un leader si tu rentres dans un moule, si tu écoutes ce que les gens te disent, si tu suis le chemin que tu dois suivre. Moi, mon chemin, mon parcours est complètement atypique. Il n'y a rien dans mon parcours, qui est droit. Rien. J'ai vécu en Haïti. En plus, d'ici, à l'âge de 12 ans, j'étais faire 4 ans en Haïti. Je suis revenu ici, donc on comprend, ma vie a été brisée plusieurs fois. Donc, ça fait que je n'ai pas un parcours atypique. Mais c'est ce qui fait ma différence. C'est ce qui fait justement que les gens ont envie d'entendre qu'est-ce qu'on dit. Donc, si vous voulez être leader, il ne faut pas rentrer dans un moule. C'est impossible. Mais si vous regardez les grands leaders de ce monde, malheureusement, il y en a de l'autre côté de la frontière, c'est le leader négatif, mais il va faire l'histoire. Trump va faire l'histoire, qu'on le veuille ou non. Parce que il fait tout différemment. Est-ce que les leaders, en fait, qui ont fait des combats comme vous, par exemple, contre, mais en fait, est-ce que genre, ils ressentent qu'il
ils sont des leaders ou c'est des gens qui leur disent vous êtes des leaders ou c'est par rapport à leur comportement, à leur action, ça les ramène à cette... Il y a deux types. Il y en a qui le savent. Il y en a qui sont des leaders négatifs. Je vais les appeler comme ça. C'est des leaders qui vont l'idée par la violence, par la peur, par le pouvoir, par l'argent. Malheureusement, ça existe. Et ces gens-là, ils s'appellent leaders. Pour la vie, les autres, c'est des leaders parce qu'ils sont capables de faire 50 personnes faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais comment ils le font? En menaçant, en réduisant leur salaire. Donc, ça, c'est des leaders négatifs. Mais il y a des leaders, moi, je n'ai pas su que j'étais leader, comme je dis, c'est quelques années. Tu sais, ils ont dit, oui, mais ça, on te suit. Mais ce n'était pas quelque chose que je disais que j'étais. Et beaucoup de leaders sont comme ça. Pourtant, ils ont des milliers de personnes qui les suivent. Mais c'est à un moment, ils se réalisent que, OK. Mais ce qui arrive, c'est que c'est OK, maintenant, je dois faire attention à ces gens-là. Je dois m'assurer que ces gens-là qui me suivent, que je les traite bien, qu'ils sont bien, qu'ils suivent ma vision, qu'ils la comprennent et qu'ils la font. C'est la sensibilité. Oui. Super. Merci. C'est une petite intervention juste pour identifier. Ma question va être est-ce qu'on peut être leader? Est-ce qu'on va s'appeler leader si c'est les ressources, les fonctions qui nous définissent, ou c'est quand nous qui allons rechercher les ressources, les organiser, les prioriser et parvenir à un objectif? C'est-à-dire, si un système est déjà préétabli, on fait qu'utiliser les ressources, peut-être de très mauvaise manière d'ailleurs, est-ce que là on est leader? Ou on est leader quand c'est nous qui réfléchissons, qu'est-ce qu'on a comme ressources, où est-ce qu'on veut aller, comment amener ces gens? Et puis d'ailleurs, c'est pas que nous comme leaders, on fait quelque chose pour la gloire, mais on fait pour servir. Vous avez fait la cour de gestion de projet? Oui. J'ai pas mal d'expérience là-dedans. Depuis le début, c'est la gestion de projet. C'est pas la même chose, effectivement. Il y a une subtilité. Je peux avoir mon groupe, je suis employé, je suis superviseur, j'ai 10 employés. C'est sûr que je vais les amener à atteindre les objectifs de l'entreprise. L'entreprise dit on va faire telle chose. Il ne faut pas nécessairement du leadership. Mais comment faire ces gens-là le faire quand je ne suis pas là? Et ça crée une frustration pour les personnes. C'est ça. Bien au contraire, la personne a dit, oui, Nersa m'a dit, Nersa nous a dit qu'on doit atteindre cet objectif-là, etc. Donc, ces personnes-là, dans le fond, ça c'est un leadership pour de vrai. En gestion de projet, c'est ce que je voulais.